Alors on va commencer notre deuxième cours intitulé les généralités sur les éléments. Donc on va voir un autre chapitre. Donc on a terminé pour les protozoaires. C'est un autre chapitre, c'est le chapitre des éléments ou bien des métazoaires. Donc c'est pas un protozoaire, c'est pas un parasite unicellulaire, c'est un parasite multicellulaire, c'est un métazoaire, donc ce sont les éléments. Et on va voir par la suite les cystodes qui parasitent l'homme à l'état adulte. Donc on va faire une petite définition concernant l'élémentologie. Donc c'est quoi l'élémentologie? L'élémentologie c'est la discipline qui s'occupe de l'étude des éléments. Ça veut dire l'étude des verbes. Comme vous voyez dans ces images, c'est des éléments macroscopiques, c'est des verbes macroscopiques. Donc généralement les éléments sont divisés en deux embranchements, qui sont les nématodes et les nématelments et les platelments qui راكم تشوفوا في les images. هادو c'est des ascaris. هذا c'est des ténias. هادو des ascaris expulsés par un adulte. يعني un homme qui a expulsé avec les selles des ascaris. Bon appétit. Alors, dans les éléments, qu'est-ce qu'on voit? On voit les éléments sont divisés en platelments et en nématelments, en vers rangs et des vers plats. Ça veut dire la différence entre les platelments et les nématelments, c'est que les nématelments sont des vers rangs, alors que les platelments sont des vers plats. À l'intérieur des platelments, on retrouve les cystodes et on retrouve les trématodes. La différence entre les deux, c'est que le corps des cystodes est segmenté, ça veut dire il est divisé, alors que le corps des trématodes n'est pas segmenté. À l'intérieur des cystodes, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des cystodes qui parasitent l'homme à l'état adulte, ça veut dire la forme adulte est retrouvée chez l'homme. Et on retrouve des cystodes qui parasitent l'homme à l'état larvaire, ça veut dire la forme qu'on retrouve chez l'homme, c'est les larves. Exemple, les chistidatiques. Et pour les trématodes, là, on retrouve les trématodes qui sont hermaphrodites et les trématodes qui sont à sexe séparé. Donc les trématodes hermaphrodites, ce sont les douves. Et les trématodes à sexe séparé, ce sont les schistosaures. Donc, on va passer rapidement par les caractères généraux de chaque famille. Donc, les caractères généraux des nématodes, donc ce sont des vers rangs, cylindriques et allongés, comme vous voyez dans ces différentes images. Le corps n'est pas segmenté, n'est pas divisé. Il y a une séparation sexuelle, ça veut dire on retrouve le mâle et la femelle. Généralement, la taille des femelles est plus petite que les mâles, le contraire. Les femelles sont plus grandes que les mâles, ça veut dire qu'il y a un dimorphisme sexuel, et généralement l'extrémité postérieure caudale du mâle elle est recourbée, comme vous voyez, dans cette image. Généralement, les nématodes هذو نلقاو la femelle plus grande que le mâle. ماشي كيما حنا normalement le contraire, sauf quelques cas. Normalement la femme ما تكونش طويلة على الرجل. Mais chez les éléments, c'est le contraire. Alors, pour les nématodes du type digestif. Donc il y a deux types de nématodes. Il y a les nématodes du type digestif, il y a les nématodes tissulaires. Pour les nématodes du type digestif, donc généralement elle est de localisation intestinale. Généralement la femelle elle est ovipare, ça veut dire elle pond des œufs. Et généralement l'homme constitue le seul et le principal réserve hôte. C'est pas réserve. Donc la transmission généralement se fait par la consommation de la forme infestante qui se retrouve généralement sur le sol
par exemple l'ascaris et les trichocéphales, ou bien la forme infestante peut pénétrer activement la peau, c'est le cas des ankylostomes et des angulus. Les nématodes tissulaires, donc là, les nématodes qui se développent au niveau des différents tissus. Donc généralement, les différentes, selon les espèces, les nématodes hado, ils se développent au niveau des vaisseaux lymphatiques, le tissu sous-cutané, le tissu conjonctival, comme vous voyez dans cette image, au niveau des muscles, au niveau des cavités naturelles. Généralement, les femelles sont vivipares, ça veut dire ils ne pondent pas des œufs, ils pondent des larves, ils sont larvipares. Et généralement, l'homme est le seul hôte. Les filaires, par exemple, sont des nématodes tissulaires qui sont transmis par un arthropode vecteur. Il y a aussi les dracunculus qui sont transmis par l'ingestion d'un hôte intermédiaire. Donc vous allez voir par la suite ces différents parasites. Donc c'est généralement c'est des généralités. Pour les platelments, les caractères généraux des platelments. Généralement, les platelments regroupent les vers aplatis. يعني اللي نقولوا لهم بالعربيه دوده شريطيه. نورمالمون تعرفوهم كامل دوده الشريطيه اللي نلقاوها في العيد. Je sais pas si vous avez retrouvé دوده الشريطيه. بالك كنتوا تسمعوا بها. Donc c'est des vers aplatis, c'est des vers plats. Il n'y a pas de cavité générale. Généralement, ces vers sont hermaphrodites, ça veut dire qu'il n'y a pas de mâle et de femelle chez les platelments. Le cycle évolutif il est complexe, donc il n'est pas monoxène. Et généralement, la croissance se fait sans mue. Donc, bon, on a terminé pour les platelments. La classe des trématodes. La classe des trématodes, on retrouve deux familles. La famille du douve, des distomatoses, et la famille des schistosomiases. Donc, les distomatoses, ou bien les douves, sont classés en trois classes selon la localisation. On retrouve des distomatoses hépatiques, des distomatoses pulmonaires et des distomatoses intestinales. Donc les distomatoses hépatiques sont représentées essentiellement par Fasciola hepatica et par les autres, il y a Fasciola gigantica, Clonorchis sinensis, Dicrocilium, Dendriticum. Donc vous allez voir dans le cours des distomatoses. Il y a les distomatoses pulmonaires ou bien les paragonimoses. Il y a les distomatoses intestinales représentées essentiellement par Fasciolipsis bisci et Heterophies. Les schistosomiases. Les schistosomiases, la famille des schistosomiases, il y a quatre espèces. Il y a Schistosoma hematobium, responsable de la schistosomiase érogénitale. Il y a la schistosomiase et Schistosoma monsoni, responsable de la bilharziose intestinale. Il y a la Schistosoma intercalatum, responsable de la forme rectale. Schistosoma japonicum, responsable de la forme artério-veineuse. Schistosomiase ou bien la bilharziose, normalement تعرفوها. كاين واحد normalement تعرفوه مات بلا bilharziose. كان يعوم في الفلوف بزاف. normalement كنتوا تفرجتوا المسلسل تاعو. مات بلا bilharziose. La maladie de la bilharziose, c'est une maladie érogénitale. Se traduit généralement par des hématuries, qui ont du sang dans les urines. Abdelhalim Hafid, il est touché par cette maladie, la bilharziose, il est mort par cette maladie. Donc la dernière classe, c'est la classe des cystodes. Donc les cystodes ou bien les ténias, généralement ils sont de localisation intestinale. Généralement il n'y a pas de système digestif. On distingue, chez l'adulte, on distingue, le corps est divisé en trois parties. Il y a le scolex, ou bien la tête, il y a le cou, et il y a le strobile qui est constitué par les ânes. Généralement, les ténias sont hermaphrodites. Donc, il n'y a pas de séparation sexuelle. Le cycle évolutif des helminths. Généralement, le cycle évolutif des helminths,
il comprend des stades successifs. Ces stades sont faits par des larves, des différents stades de larves, pour arriver au stade adulte. يعني l'évolution يبدأ une larve, ensuite يكبر يرجع adulte. Généralement, pour les cycles d'isolement monoxène, c'est un cycle direct. Par exemple, le cycle d'Ascaris lombricoides, qui passe par un seul hôte intermédiaire. Et il y a certains éléments qui ont un cycle hétéroxène complexe, qui passe par deux ou plusieurs hôtes différents. Exemple, les schistosomiases, qui nécessitent le passage par plusieurs hôtes intermédiaires. La reproduction des éléments. Les éléments, comment ils se reproduisent. Comme vous voyez, comme nous allons voir par la suite, la plus grande partie du corps des éléments est faite par généralement les organes de reproduction. Car la survie des éléments dépend de leur énorme fertilité et la taille de la femelle dépasse généralement celle du mâle. Pourquoi? Parce que généralement le seul but des éléments, c'est la reproduction. Il faut reproduire. La plupart, c'est pas les éléments, la plupart des microbes, les parasites, les bactéries, les éléments, هما الهدف تاعهم يديروا يتكاثروا بزاف, يديروا la multiplication importante pour avoir plus de chances de toucher plus de sujets et de survivre. Donc les microbes ils touchent les sujets بزاف باش pour la survie. D'accord? Il y a la méthode تاعهم pour la survie. Et parmi les mécanismes de reproduction importante des éléments, il y a l'hermaphrodisme. Ça veut dire il n'y a pas de mâle et de femelle. Parmi les mécanismes, il y a l'hermaphrodisme. Donc la reproduction ne nécessite pas la présence d'un mâle et d'une femelle. Donc un seul parasite, il va tout faire. Donc il y a une juxtaposition des organes reproducteurs des deux sexes. Donc donc il y a les testicules de l'élément juste à côté des ovaires de l'élément, toujours le même élément. Il y a une reproduction permanente chez cet élément. Donc c'est pour cela il y a une reproduction importante. Le deuxième mécanisme, c'est la parthénogenèse. Ça veut dire c'est la reproduction à partir d'un seul ovule non fécondé, même il n'est pas fécondé, il va y avoir plusieurs individus. Donc exemple, c'est l'angululose, c'est le Strongyloides stercularis. Il y a aussi la prolifération, l'autre mécanisme, le troisième mécanisme, c'est la prolifération ovulaire. Ça veut dire c'est la ponte d'un grand nombre d'œufs. Les éléments ils vont pondre des milliers d'œufs. Les œufs ils vont être dispersés dans la nature. Par exemple, Ascaris lombricoides, elle pond 200 000 œufs par jour. Donc, vous imaginez 200 000 œufs par jour. Je pense la population de Batnaville, je pense c'est 200 000. Donc, une population de Batna par jour. D'accord? Il y a le quatrième mécanisme, c'est l'attachement du mâle à la femelle. On retrouve par exemple chez les schistosomes, dans ce mécanisme, généralement il y a l'attachement du mâle à la femelle. La femelle, elle forme une gouttière et le mâle va se loger dans cette gouttière et cet attachement va favoriser une fécondation permanente aussi. Le dernier mécanisme, c'est la polyembryonie. Ça veut dire c'est le développement d'un grand nombre d'adultes à partir d'un seul œuf. Donc, un seul œuf, il va donner des larves et ces larves vont donner des adultes. Donc, à partir d'un seul œuf, il va y avoir des milliers d'adultes. L'épidémiologie des éléments.
Donc, à l'exception de quelques éléments, la plupart des éléments sont mondialement répartis, donc ils sont cosmopolites. Généralement, les éléments sont des endoparasites. Ils peuvent infecter l'intestin, par exemple les ascaris et les ankylostomes. Ils peuvent infecter le tissu musculaire, par exemple les trichinelles. Ils peuvent infecter le tissu sous-cutané, par exemple les onchocerques. Aussi, ils peuvent infecter les vaisseaux sanguins, comme les schistosomes, ou bien les vaisseaux lymphatiques, comme les filaires. La voie de transmission des éléments est différente. La transmission des éléments peut se faire par voie orale. Exemple, les ascaris, donc la contamination de l'homme se fait par voie orale. La consommation de la viande crue ou insuffisamment cuite, exemple les tinnias, les différents tinnias. Il y a aussi la contamination par l'ingestion du parasite dans les crudités, donc la consommation des crudités souillées par le parasite, c'est le cas de Dicrocillium latam, les différentes d'eau. La contamination par l'ingestion du parasite dans l'eau contaminée par l'hôte intermédiaire, exemple, on consomme de l'eau qui contient les cyclopes. Ou bien la contamination par la pénétration active de la peau saine par des larves d'ankylostome par exemple, ou bien des larves d'angulus. L'homme aussi peut être contaminé par des arthropodes vecteurs. C'est le cas des filaires, les différents filaires. Donc, l'homme peut rattraper ces filaires par la piqûre d'un arthropode. Le diagnostic de laboratoire des éléments. Comment on fait le diagnostic? Donc, généralement, les éléments sont macroscopiques. يعني les éléments هذو نقدروا نشوفوهم à l'œil nu. Généralement, le malade يقدر يهز le parasite, يجيبه لكم يقول لكم voilà, qu'est-ce que je retrouve? Donc, là, on peut faire l'identification macroscopique. يعني, généralement, les spécialistes, quand on voit un parasite, on dit qu'il s'agit de tel ou tel parasite. Donc, on fait l'identification macroscopique. Donc, cette découverte peut être fortuite ou bien, par exemple, une découverte par le passage de filaires dans les conjonctives de l'œil. Donc, on le voit à l'œil nu. Parfois, on ne peut pas faire l'identification macroscopique. Donc, on a recours à des techniques microscopiques. Donc, on fait l'identification microscopique. Comment on fait l'identification microscopique? C'est par la recherche, par exemple, la recherche des œufs ou bien des larves dans les selles. C'est le cas des ascaris et des ankylostomes, aussi des angulules. Aussi la recherche des œufs dans les urines. C'est le cas des schistosomes, des schistosomiases à schistosoma hematobium. Ou bien la recherche des œufs dans les biopsies rectales, le cas de la schistosomiase intercalatum. Recherche des œufs dans le prélèvement périanal, on fait un scotch test anal à la recherche des oxyures. Les oxyures تعرفوهم؟ les oxyures هو الدود الابيض هذاك، الدود الابيض اللي كنا صغار كانوا نلقاوه، كانوا يقولوا لنا ما تاكلوش السكر باش ما يخرج لكمش الدود الابيض هذاك، تعرفوه؟ دونك سي لي زوكسيور. ان فيت هم كانوا يكذبوا علينا السكر وما يديرش الدود الابيض هذاك، مش هو. Alors, et on fait la recherche des œufs aussi dans les crachats, en cas de Paragonimus. On fait aussi la recherche des microfilaires dans le sang et la peau. Parfois, on ne peut pas arriver à identifier le parasite. Donc, on a recours à des techniques immunologiques qui permettent la recherche des anticorps dans les infections par les chistidatiques, par exemple le chistidatique, les filaires, les trichinelles. Donc, on ne peut pas faire la recherche de l'élément ou bien de ces œufs. Donc là, on a recours à la recherche des anticorps anti-parasites. Donc, on commence dans l'alimentologie, on commence par les cystodes qui parasitent l'homme à l'état adulte.
Alors, c'est quoi les cystodes? Les cystodes, c'est des vers plats, du nom grec kystos en grec, qui signifie ruban. Les cystodes touchent l'homme et les différents animaux. Le corps de cystode est divisé en 3 parties, la tête ou bien le scolex, le cou et le corps. Généralement, tous les cystodes sont hermaphrodites et chaque anneau de cystode, au début, il est mâle fonctionnellement, et tout en s'éloignant du cou ou bien de la tête, il va devenir femelle en vieillissant. Donc ce phénomène est appelé protiondrie. L'homme généralement se contamine par voie orale. Donc la classification des cystodes se fait, la base de classification se fait sur l'anatomie du scolex et les orifices génitaux. Généralement, il y a le groupe des cyclophilidae. Donc généralement le groupe des cyclophilidae, le scolex, il porte 4 ventouses et les pores génitaux sont latéraux. À l'intérieur de ce groupe, on retrouve 3 sous-groupes. Il y a les ténidae, les immunolipididés et les dilipididés. Les ténidae, généralement les pores génitaux sont latéraux. Il y a 3 genres qui touchent l'homme. Il y a les ténia, les echinococcus et les multiceps. Il y a aussi dans le deuxième sous-groupe, il y a les immunolipididés, l'immunolipis. Donc là, le pore génital il est unilatéral. Le troisième sous-groupe, c'est les dilipididés. Il y a le dipylidium caninum. Donc là, il y a 2 pores génitales dans chaque anneau. Là, le deuxième groupe, c'est les pseudophilidae. Donc il y a un seul sous-groupe, c'est les Diphylobotrium botridés, le scolex qui présente un scolex allongé qui porte 2 fentes longitudinales. Ce sont les botridés. Donc là, les pores génitaux sont situés sur la ligne médio-ventrale des anneaux. On commence par le premier parasite, le premier cystode, c'est le plus important et le plus couramment retrouvé chez l'homme, c'est le Taenia saginata. Donc on commence par la morphologie. Donc la taille du Taenia, c'est un grand cystode, c'est un grand parasite qui peut aller jusqu'à 10 mètres, mais la taille moyenne, elle est de 4 à 5 mètres. Ce parasite, il est strictement humain. Et c'est un ver solitaire. C'est quoi solitaire? Solitaire, ça veut dire, lorsqu'il y a une infection par Taenia saginata, il n'y aura pas une réinfection chez le même sujet. Donc, il héberge un seul ver. Le scolex de Taenia saginata, il est puriforme, comme vous voyez. Il a une forme puriforme, mesure de 1 à 2 mm de diamètre. Il porte 4 ventouses. Il est dépourvu de rostre et de crochet. Il n'y a pas de crochet, comme vous voyez, il n'y a pas de crochet ni de rostre. D'où la nomination de Taenia inerme. Il n'y a pas de crochet. Le cou de Taenia saginata, il est rétréci. Les strobiles ou bien les anneaux sont en nombre de 2000 anneaux. Ces anneaux sont plus longs que larges, à mesure qu'on s'éloigne du cou. Donc tout en s'éloignant du cou, là, les anneaux vont devenir plus longs que larges. Les pores génitaux, comme vous voyez dans ces images, les pores génitaux sont latéraux. Et ils sont irrégulièrement alternés. Ça veut dire un pore génital maintenant, un autre maintenant, ainsi de suite. Donc on ne peut pas dans le même côté. Ils ne sont pas régulièrement alternés. L'utérus, donc là c'est le Taenia saginata. L'utérus est très ramifié, comme vous voyez là. L'utérus de Taenia saginata, il est très ramifié. Il présente de 15 à 30 ramifications dichotomiques. Donc il y a plusieurs ramifications. Le cycle évolutif de Taenia saginata. Donc généralement le cycle évolutif de Taenia, il commence généralement chez l'homme.
chez alors, le cycle évolutif chez l'homme, généralement au niveau de l'intestin de l'homme, je m'excuse, au niveau de l'intestin de l'homme, on retrouve l'adulte de Tinea saginata, qui me تشوفوه هنا في التصويرة. أو l'adulte في l'intestin. Donc l'adulte de Tinea saginata, il est au niveau de l'intestin. Donc généralement, les anneaux mûrs, comme vous voyez dans ces images, les anneaux mûrs se détachent et ils sont mobiles, ils quittent d'eux-mêmes l'intestin de l'homme en forçant le sphincter anal. Donc ils vont quitter l'intestin en forçant le sphincter anal et on les retrouve à la surface des selles, mais aussi dans les linges et sur les sous-vêtements et les draps du malade. Arrivé au niveau du milieu extérieur, ces anneaux vont libérer, généralement ils vont se désagrègent, ils vont libérer des milliers d'œufs ou bien des embryopores. Donc là, c'est les embryopores ou bien des œufs qui vont être disséminés sur la nature et généralement sur les herbes. Cette herbe, il va être consommée par un bœuf, ou bien le zèbre, ou bien le buffle, et il ingère l'embryophore, cet embryophore, et la coque de ce dernier va être dissoute au niveau de l'estomac de l'animal, et elle va libérer un embryon hexaconte qui va perforer la paroi intestinale et il va gagner le système porte ou bien le système lymphatique. Il parvient au cœur droit de l'animal et il va au poumon. Ensuite, il va passer dans la grande circulation et il va se disséminer dans tout l'organisme au niveau des différents muscles. Il va s'arrêter, il va se vésiculiser, il va se transformer en une larve cysticerque. C'est Cysticercus bovis. Donc c'est qu'est-ce qu'on voit ici dans les images, donc dans les muscles. Généralement, cette larve, elle peut vivre 1 an chez l'animal et finit par mourir, sauf si l'homme consomme la viande de bœuf. Donc l'homme, il se contamine en ingérant de la viande mal cuite du bœuf qui contient des cysticerques. Donc la larve, elle sera mise en liberté dans l'intestin de l'homme et le scolex, il va s'évaginer, il va se fixer sur la muqueuse intestinale, comme vous voyez là dans l'image, il va se fixer sur la lumière intestinale, il va devenir adulte au bout de 2 à 3 mois. Et le cycle recommence. Voilà pour le cycle. Pour la symptomatologie, généralement, il n'y a pas de signe clinique. Il n'y a pas de signe clinique chez la plupart des humains. Il n'y a pas souvent, il n'y a pas de trouble. Mais parfois, tellement il n'y a pas de trouble, parfois le diagnostic se fait par la découverte des anneaux au niveau des sous-vêtements. Le malade, il vient chez vous, vous êtes médecin, il vient chez vous, il vous dit voilà, docteur, qu'est-ce que je retrouve dans mes sous-vêtements? Je retrouve 6 anneaux. Donc, je n'ai aucun problème, je n'ai pas de douleur, je n'ai aucun problème, je retrouve seulement 6 anneaux au niveau de mes sous-vêtements. Là, on fait la découverte de la maladie. Mais parfois, on peut retrouver des troubles gastro-intestinaux avec des boulimies ou bien, au contraire, une anorexie. Parfois, on peut retrouver des douleurs abdominales pseudo-ulcéreuses ou bien pseudo-pancréatiques. Parfois, il y a des crises douloureuses au niveau de l'hypocondre droit
un type de colique hépatique. Rarement on peut retrouver des nausées, des vomissements. Parfois, rarement on peut retrouver des troubles nerveux chez les enfants, surtout pendant la nuit. Le diagnostic, comment on fait le diagnostic? Généralement, c'est par la découverte, comme vous voyez dans cette image, c'est par la découverte des anneaux au niveau des selles. Yani le malade, il a les anneaux au niveau des selles ou bien les sous-vêtements. On peut aussi faire le diagnostic par la découverte des œufs ou bien les embryophares par le scotch test anal de Graham. Donc, on met un scotch sur la marge anale, on le colle sur une lame, on observe au microscope, on va observer les œufs. Parfois, on n'arrive pas à découvrir les œufs dans les selles et on a recours à des techniques d'enrichissement des selles. C'est des techniques, la technique la plus utilisée, c'est la technique de Willis. Après découverte, au microscope, qu'est-ce qu'on observe? On observe des œufs qui ont une forme ovoïde de 30 à 40 micromètres de diamètre. Généralement, il y a une double paroi épaisse qui est striée verticalement et à l'intérieur, il y a un embryon hexaconte. L'observation des anneaux à la loupe nous permet de voir des pores génitaux et de faire le diagnostic d'espèce. Donc là, les pores génitaux sont irrégulièrement alternés. Le traitement, on donne le niclosamide, la tridymine. La tridymine, c'est le médicament qu'on donne. Malheureusement, on n'a pas ce médicament en Algérie. Donc, on donne aux malades la tridymine, donc avec ce schéma. On donne 2 comprimés le matin, 2 comprimés le matin à jeun. Et si ces 2 comprimés doivent être mâchés lentement avant d'être déglutés, donc les amis, ensuite le malade il doit rester à jeun pendant 1 heure. Ensuite, après 1 heure, il va prendre 2 autres comprimés et il doit rester à jeun 3 heures après la deuxième prise. Donc, après la deuxième prise, il va expulser le verre entier. D'accord? Après la prise du traitement. La prophylaxie, comment prévenir cette maladie? Généralement, la prophylaxie collective, c'est difficile. Pourquoi elle est difficile? Donc, on ne peut pas, parce qu'elle repose essentiellement sur le contrôle sanitaire des viandes de boucherie à la recherche des larves cysticerques. Donc, on fait des prélèvements au niveau de la viande, c'est difficile de faire ça, et on recherche les larves cysticerques. Donc, c'est les larves cysticerques qui sont les formes infestantes pour l'homme. Donc, on fait la recherche au niveau de la viande. La prophylaxie individuelle, elle consiste à cuire suffisamment, à bien cuire la viande de bœuf. D'accord? Pour Tinea saginata. Le deuxième cystode, c'est Tinea solium. Tinea solium, donc c'est le Tinea armi. Il est rare chez l'homme, il est plus petit que Tinea saginata, donc sa taille ne dépasse pas les 8 mètres. Il porte 4 ventouses toujours, plus un rostre apical armé d'une double couronne de 25 à 50 crochets. Donc là, c'est pourquoi on l'appelle Tinea armi. Généralement, il y a des crochets au niveau de la tête. Le corps de Tinea solium compte plus de 900 anneaux environ, donc il est plus petit que Tinea saginata. Les anneaux mûrs se détachent en chaînette, donc ils ne se détachent pas activement, en chaînette de 5 à 6 anneaux qui sont éliminés de façon passive avec les selles. C'est pourquoi le malade il ne se rend pas compte de cette parasitose. Les pores génitaux sont latéraux, ils sont régulièrement alternés. Ça veut dire que nous avons un port génital à gauche, à droite, à gauche, à droite, ils sont régulièrement alternés. Ce n'est pas comme Tinea saginata qui sont irrégulièrement alternés. L'utérus, il ne compte pas beaucoup de ramifications, il ne compte que 7 à 10 grosses ramifications.
هذه التصويره لقيتها image caricaturique qui illustre les ténias. J'ai bien aimé cette image. Pourquoi? Parce que il a bien illustré le parasite. Donc, généralement, comme vous voyez, les anneaux qui sont proches de la tête, ils ne sont pas mûrs, ils sont endormis, et tout en s'éloignant de la tête, les anneaux vont devenir de plus en plus mûrs. Donc, ils sont là, ils sont joyeux, et en dernier, les derniers anneaux vont être éliminés vers le milieu extérieur avec les selles. Donc là, ils ne connaissent pas l'essor ou bien le futur. Le cycle évolutif de Taenia Psyllium, c'est la même chose, c'est le même cycle que Taenia saginata, sauf que l'hôte intermédiaire, c'est pas le bœuf, c'est le porc. D'accord? C'est le même cycle évolutif. Le porc, il remplace le bœuf. Les signes cliniques, généralement, les signes cliniques de Taenia saginata, c'est les modifications de l'appétit, à type de boulimie ou bien une anorexie. ياكل بزاف ولا يجوع بزاف ولا ما ياكلش طول تروح له l'appétit. Parfois des douleurs abdominales au niveau épigastrique, de localisation épigastrique, et parfois on peut retrouver des troubles psychiques et neurologiques, surtout chez les enfants. Le diagnostic de Taenia Psyllium est difficile. Pourquoi il est difficile? Parce que les anneaux émis dans les selles échappent souvent à l'attention du malade, parce qu'ils sont éliminés passivement, et le diagnostic généralement se fait par l'examen parasitologique, coprologique, qui permet de mettre en évidence les embryophares, les œufs, au niveau des selles. Et l'identification de l'espèce se fait par l'observation des anneaux dans les selles. Là, on trouve des pores génitaux qui sont régulièrement alternés. Le traitement, c'est la tridémine, donc on donne toujours la tridémine par le même schéma préconisé dans le traitement de Taenia saginata. La prophylaxie collective repose sur le contrôle sanitaire de la viande du porc. Il faut contrôler la viande du porc. Et la prophylaxie individuelle, elle consiste à éviter de consommer la charcuterie crue au fému et ou se heurter à des habitudes alimentaires bien ancrées. يعني la prophylaxie تاع Taenia Psyllium يعني لازم il faut bien cuire يعني لازم تطيبوا مليح la viande du porc. D'accord? Il faut bien cuire la viande du porc. Heureusement la maladie هذه ما عندناش حنا dans les pays musulmans ما عندناش, parce que heureusement on ne consomme pas le porc. Le troisième cystode, c'est l'immunolipis nana. L'immunolipis nana, c'est un petit cystode, donc qui ne dépasse pas les 17 mm de longueur. Il présente au niveau de la tête 4 ventouses et un petit rostre qui porte une seule couronne de 24 à 30 crochets. Le corps d'immunolipis nana est constitué de 200 anneaux qui ont une forme trapézoïde, comme vous voyez dans cette image. Les pores génitaux, ils sont unilatéraux, donc on les retrouve sur un seul côté. Et les œufs de l'immunolipis nana, ils ont une forme ovalaire qui mesure de 40 à 50 micromètres de diamètre, et elle contient un embryon hexagonte. Les œufs présentent à chacun de leurs pôles un même long, comme vous voyez dans cette image, d'où partent quelques filaments. Donc c'est très caractéristique des œufs d'immunolipis nana, ce même long qui porte les filaments. Les œufs sont embryonnés à la ponte, c'est pourquoi on retrouve l'auto-infestation lors de l'atteinte par immunolipis nana. Le cycle évolutif de l'immunolipis nana. Généralement,
les adultes de l'Hymenolipis nana sont retrouvés au niveau de l'intestin de l'homme. Arrivés à maturité, ils vont éliminer dans le milieu extérieur les œufs. Les œufs sont disséminés dans le milieu extérieur et ils ont deux destinations. La première destination, donc là, le cycle il peut comporter un hôte intermédiaire, donc généralement des blattes ou bien des vers de farine ou bien généralement des petits insectes. Donc là, les œufs sont avalés généralement par ces insectes, les vers de farine, et à l'intérieur du corps de cet insecte, il y a une transformation de l'œuf en larve cysticercoïde chez l'hôte intermédiaire qui est l'insecte, et généralement l'homme il ingère accidentellement ces insectes qui sont retrouvés avec du pain par exemple. Ils sont ingérés accidentellement par l'homme. Donc l'homme il ingère accidentellement l'insecte avec le pain. L'insecte qui héberge à l'intérieur de son corps la forme infestante pour l'homme qui est la larve cysticercoïde. يعني l'homme qui ياكل الخبز. jamais كليتوا نتوما الخبز فيه الكفار. c'est sûr كليتوا. كاش منها ما كليتوش. Donc arrivé au niveau de l'intestin de l'homme, l'insecte, donc il va libérer les larves cysticercoïdes, devient adulte au niveau de l'intestin de l'homme au bout de 15 jours et le cycle recommence à plusieurs reprises. Donc là. Parfois, la deuxième destination des œufs d'Hymenolipis nana, donc parfois dans la deuxième destination, c'est le cycle court direct. Donc directement, ces œufs vont être avalés directement par l'homme et arrivés au niveau de l'intestin, ces œufs vont se transformer en larves cysticercoïdes dans l'intestin de l'hôte, à l'intérieur de l'intestin de l'hôte, et il va libérer un embryon hexacanthe après plusieurs jours. Il va y avoir une libération d'un embryon hexacanthe qui va devenir un adulte au niveau de l'intestin de l'homme au bout de 15 jours et le cycle recommence. C'est ça le cycle de l'Hymenolipis nana. Donc généralement les signes cliniques sont d'origine sont de localisation intestinale, généralement se traduisant une irritation de l'intestin, elles se traduisent par des diarrhées et des douleurs coliques, parfois des manifestations nerveuses chez les enfants et du fait de l'auto-infestation, les ténias à Hymenolipis nana peuvent durer pendant plusieurs années, donc parce qu'il y a le risque de réinfestation. Le diagnostic se fait par la mise en évidence des œufs dans les selles, par l'examen direct ou après enrichissement par la technique de Willis. Le traitement, c'est toujours la tridémine, le niclosamide, donné par le même schéma, mais pendant 8 jours. Donc on le donne pendant 8 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'auto-infestation. C'est pourquoi on doit le donner pendant 8 jours. La prophylaxie, elle repose sur les règles d'hygiène classiques. Donc il faut bien laver les mains avant les repas, il faut couper les ongles, il faut bien laver les crudités donc, pour éviter l'auto-infestation. D'accord? Pour les Hymenolipis nana. Le quatrième cystode, c'est le Dipylidium caninum. Le Dipylidium caninum, donc c'est un parasite habituellement des chiens et des chats, mais il peut toucher accidentellement l'homme. La taille de Dipylidium caninum, elle est d'environ 50 cm. Le scolex, il est muni d'un rostre garni de 4 couronnes de crochets. Il y a 4 couronnes de crochets. Il y a 4 ventouses et 4 couronnes de crochets. Les anneaux ont une forme trapézoïde
ressemble à des grains de concombre, comme vous voyez. Les pores génitaux sont bilatéraux, donc il y a un pore génital à gauche et un pore génital à droite. Et les œufs sont éliminés en groupe, donc sont groupés en 8 à 15 dans une capsule ovifère. Donc généralement, un adulte élimine 100 capsules par an. Le cycle évolutif, donc généralement les œufs sont avalés par des larves de puces, donc les œufs qui sont retrouvés dans le milieu extérieur sont avalés par des larves de puces. Donc à l'intérieur du corps de cette larve, il va y avoir une transformation de l'œuf en une larve cysticercoïde qui demeure dans la cavité de la larve même lorsqu'elle devient adulte, donc les larves de puce. Le chien s'infeste en consommant, en ingérant accidentellement les puces adultes au niveau de l'intestin. Ces puces vont libérer les larves cysticercoïdes qui vont donner des adultes au niveau de l'intestin du chien. Pour l'homme, généralement, les enfants qui vivent à proximité des chiens, ils vont être infectés accidentellement en avalant les puces qui tombent dans les aliments. Généralement, il n'y a pas de signes cliniques, mais parfois, si on rencontre des signes cliniques, c'est des signes qui sont proches de se retrouver chez Tinea saginata, en cas de Tinea saginata. Le diagnostic se fait par la mise en évidence des œufs regroupés dans les capsules ovifères. Le traitement est basé sur la tridymine. Donc, on donne des médicaments, la tridymine, dosée à 500 mg. Le dernier cystode, c'est le c'est le Diphyllobotrium latum, qui appartient au sous-groupe des pseudophilidae. Donc, dans la morphologie de Diphyllobotrium latum, c'est le plus grand cystode humain. Donc il peut aller jusqu'à 20 mètres. La taille تاعو 20 mètres. Donc c'est assez grand, mais généralement la taille moyenne elle est de 2 à 8 mètres. Habituellement ils sont de 2 à 8 mètres. Généralement dans le scolex il n'y a pas de ventouse, mais on retrouve deux fentes longitudinales. Donc les fentes longitudinales allongées qui sont appelés des bothridi, de la nomination de Diphyllobotrium latum, ou bien le botryocéphale. Les strobiles ou bien les anneaux sont de plusieurs centaines de segments, ils ont une forme trapézoïde. Les pores génitaux sont ventrales, ça veut dire ils sont au milieu, comme vous voyez dans cette image. Donc les pores génitaux sont ventrales, voilà, les pores génitaux. Et les œufs sont brunâtres et sont operculés, ça veut dire qu'ils présentent une ouverture dans l'une des deux extrémités. Ils ont une taille de 70 micromètres, ils ont une forme ovalaire. Le cycle évolutif de botryocéphale, de Diphyllobotrium latum. Donc c'est un cycle hétéroxène complexe qui nécessite le passage par plusieurs hôtes intermédiaires. Généralement, l'adulte se retrouve au niveau de l'intestin de l'homme ou bien des différents animaux, parce que ce n'est pas un parasite strictement humain, il touche les différents animaux et il peut toucher l'homme. Donc généralement, l'adulte se retrouve au niveau de l'intestin de l'homme. Arrivé à maturité, généralement, les œufs sont éliminés dans le milieu extérieur qui ne sont pas embryonnés. Donc, elles s'embryonnent en 10 à 14 jours lorsque la température est favorable. Et généralement, lorsque le développement se termine, là, il va y avoir une ouverture de l'opercule. Donc là, l'opercule va s'ouvrir et il va y avoir une libération d'un embryon cilié qui est le coracidium. Il nage dans l'eau. Donc là, l'évolution de ces étapes se font dans l'eau douce.
Donc les différentes étapes se passent dans l'eau douce. Donc le coracidium, il nage dans l'eau à la recherche de son hôte intermédiaire. Donc il est généralement consommé ou bien il est ingéré par un cyclops, en particulier le cyclops, le cyclops. Le coracidium, il est ingéré par le cyclops et l'embryon hexaconte se dégage de son appareil moteur et traverse la paroi du tube digestif de cyclops et il va passer dans la cavité générale en 2 semaines environ. Il va se transformer en une deuxième forme larvaire, c'est la forme plérocercoïde. Non, ce n'est pas la forme plérocercoïde, c'est la forme procercoïde, qui est un organisme allongé. Donc là, c'est le procercoïde, qui est un organisme allongé de 500 micromètres de longueur, qui est pourvu d'un appendus globuleux, comme vous voyez dans l'image. Lorsque le crustacé est avalé par un petit poisson, généralement le petit poisson est représenté par des gardons, il est virant, donc le procercoïde va traverser la paroi de l'intestin du poisson et l'estomac, il va migrer vers les différents viscères du poisson, le foie, les ovaires, les mésentères et les muscles, et il va se transformer en une troisième forme, c'est la forme plérocercoïde infestante chez le poisson. Généralement, ces petits poissons ne sont pas consommés par l'homme. Généralement, ces petits poissons sont consommés par des grands poissons, c'est surtout les poissons carnassiers. Donc, et l'homme s'infeste. Donc, toujours le parasite, il va quitter les viscères des petits poissons et il va gagner les viscères des grands poissons et il va rester au niveau des muscles des grands poissons. Et c'est toujours sous la forme de larves plérocercoïdes infestantes. Donc généralement l'homme il s'infeste en consommant de la viande du poisson insuffisamment cuite qui contient les larves plérocercoïdes infestantes et arrivée au niveau de l'intestin, elle va devenir adulte au bout de quelques jours. Généralement, les botryocéphales généralement engendrent une anémie. Pourquoi? Parce qu'il a une avidité pour la vitamine B12, il consomme beaucoup la vitamine B12 et généralement on retrouve une asthénie, des œdèmes fréquentes et un syndrome hémorragique. Mais rarement on retrouve ces signes. Le diagnostic se fait par l'examen parasitologique, par la découverte des œufs généralement qui sont très abondantes et faciles à trouver au niveau des selles. Mais lorsqu'on fait la découverte de ces œufs, il ne faut pas les confondre avec les autres œufs qui sont semblables, donc ils ont une forme semblable à celle des douves. Le traitement, on donne toujours la tridémine par le même schéma préconisé dans le traitement de Taenia saginata. Après expulsion du ver, on doit associer la vitamine B12 parce que le parasite il a consommé beaucoup la vitamine B12. La prophylaxie, comment éviter de rattraper cette maladie? Donc c'est d'éviter la consommation de poissons crus ou fumés. Généralement les la maladie les yaklu الحوت ni généralement les yaklu sushi généralement c'est de la viande du poisson cru. C'est pourquoi il y a un grand risque de rattraper cette maladie. Voilà